1960. Mais c'est vraiment une affaire incroyable. Donc il s'agit donc de l'affaire de la petite Terry Jo Dupéro. J'espère que je dis bien son nom de famille qui a l'air d'être relativement français. C'est une affaire américaine. Donc déjà j'ai essayé de diviser en petites sous-parties. Donc déjà, qui est Terry Jo Dupéro? Donc c'est la fille d'Arthur Dupéro qui était âgée de 40 ans et de sa femme, alors ça s'écrit Jean mais je pense que ça se prononçait genre Jeanne ou Jane, qui était âgée de 38 ans. Donc ils ont tous les deux 3 enfants. Il y a Brian âgé de 14 ans, ensuite il y a la petite Terry Jo qui était âgée de 11 ans à ce moment-là et René âgé de 7 ans. Arthur Dupéro, c'était un brillant optométriste qui était spécialisé en lentilles de contact. Lui et sa famille résidaient à Green Bay, dans le Wisconsin aux États-Unis, et il rêvait depuis longtemps d'emmener toute sa famille en croisière durant une semaine en partant de la Floride pour aller jusqu'aux Bahamas, et ça dans le but en fait d'éviter l'hiver du Wisconsin qui était très froid. Et donc ça fait plusieurs années que la famille mettait de côté dans le but de réaliser ce voyage. C'est finalement durant l'été 1961 que la famille Dupéro a pu entreprendre cette coûteuse croisière. Ils planifiaient de passer une semaine à bord d'un yacht qu'ils allaient louer et ils planifiaient de s'arrêter à quelques destinations soigneusement choisies. Et en fait, si le voyage se passait bien, ils n'excluaient pas la possibilité d'éventuellement rallonger leur périple. Donc la famille elle est arrivée à Fort Lauderdale en Floride au début du mois de novembre 1961. C'est là qu'ils ont loué un voilier à 2 mâts de 18 mètres qui s'appelait le Bluebell. Il se trouvait à la marina Bahia Mar. Et donc ils ont loué ce yacht pour le prix de 515 $. Arthur Dupéro avait décidé d'embaucher une connaissance à lui, qui était un conducteur expérimenté de 44 ans du nom de Julian Harvey. Et il était prévu que ce soit lui qui pilote le yacht en étant rémunéré 100 $ par jour. Il était également prévu que sa femme, donc qui est sa 6e femme, ça va avoir une importance plus tard, qui s'appelait Marie-Daine Harvey, âgée alors de 34 ans. Donc c'était prévu qu'elle s'occupe de préparer les repas à bord. Donc maintenant on va passer vraiment au voyage en soi. Donc la famille Dupéro prend place à bord du Bluebell vers midi le mercredi 8 novembre 1961. Le vaisseau est vu pour la dernière fois quittant le port ce jour-là en début d'après-midi. Au cours des 4 prochains jours, la famille fait escale dans plusieurs lieux tels que Bimini et Sandy Point, où ils ont acheté des souvenirs et où ils ont fait diverses activités comme de la plongée. Le 12 novembre, arrimés au dernier port avant leur retour en Floride, Arthur et Julian se rendent auprès du commissaire de district Roderick Pinder. Arthur se confie à lui et lui dit qu'il vient de vivre des vacances qu'on ne vit qu'une seule fois. Il assure être de retour avant Noël. Donc en gros vraiment la croisière se passe très très bien pour toute la famille et ils ont très envie de réitérer l'expérience parce que vraiment comme il dit c'est vraiment des vacances qu'on ne vit qu'une fois. Enfin ça se passe très bien. Et donc ce soir-là, tout l'équipage du Bluebell dîne. On sait donc qu'ils ont mangé un poulet cacciatore, je connaissais pas, et des salades. Et peu après le repas, Terry Jo se rend dans sa chambre, tandis que sa famille et les époux Harvey restent sur le pont. Et c'est donc ça, c'est vraiment l'histoire officielle. Pour l'instant, il ne se passe rien, et c'est vraiment à partir de cette nuit-là qu'il se passe quelque chose de dramatique. Donc le prochain chapitre de cette petite vidéo s'intitule Le survivant. Vers minuit 32 le lundi 13 novembre, un membre de l'équipage du pétrolier Gulf Lion remarque qu'un homme lui fait signe depuis un canot de sauvetage qui flotte dans l'océan.
gilet de sauvetage. L'homme se présente comme étant Julian Harvey, capitaine du voilier le Bluebell. Il explique que vers 20h30 la veille, entre les îles Abaco et le Great Stirrup Cay, son vaisseau aurait soudainement été frappé par une forte rafale qui aurait fait chavirer le bateau et briser l'un des mâts. Il explique que la violente bourrasque a également percé la coque du voilier et que sa femme a été blessée. D'après lui, l'effondrement du mât l'aurait séparé du reste de l'équipage. Il aurait alors essayé de récupérer un cutter dans une des cabines pour essayer d'accéder au pont. Mais un incendie se serait brusquement déclaré à bord et ça l'aurait empêché de sauver sa femme et le reste des passagers. Il explique qu'il a été obligé en fait d'abandonner le voilier et qu'il a pris place à bord d'un canot de sauvetage. C'est en découvrant le corps de la petite Renée flottant non loin de là qu'il a décidé de le récupérer pour essayer de la réanimer. Mais il avoue qu'il n'a pas réussi à lui porter secours et qu'il a quand même pris la décision de garder son corps par respect. Une autopsie révélera plus tard que la petite Renée est morte par noyade. Voilà, elle est morte en se noyant. Donc Julian, il est amené à Nassau, qui est la capitale des Bahamas. Il est questionné par les autorités locales. Son comportement très calme et le fait que son canot de sauvetage ait été retrouvé rempli de différents équipements de survie, ça fait douter plusieurs policiers quant à son témoignage. Pourtant, sa version des faits ne peut pas être réfutée et il est autorisé à retourner à Miami le 15 novembre afin d'être questionné plus en détail par les gardes-côtes américains. Donc à ce stade, il n'y a que Julian qui a survécu au naufrage du Bluebell. Donc effectivement, on ne peut pas réfuter son histoire puisqu'il n'y a pas d'autres survivants. Mais vous allez voir la suite puisque le prochain chapitre de notre histoire s'appelle Le sauvetage. 3 jours après donc le sauvetage de Julian, le 16 novembre, c'est une enfant qui est sauvée dans le canal Northwest Providence par un cargo grec nommé Captain Théo. Le second du commandant, Nikolaos Spachidakis, avait remarqué un petit canot de 0,6 m par 1,5 m, donc très petit, qui flottait à peu près à 1 km du cargo. Spachidakis appelle immédiatement le capitaine Stylianos Koutsodontis sur le pont pour qu'il jette un œil et ils se rendent alors compte qu'une petite fille aux cheveux blonds portant une blouse blanche et un pantalon côtelé est à bord de ce tout petit canot. Elle a l'air très faible, en fait elle est assise et on voit qu'elle tangue vraiment comme si elle allait s'endormir ou tomber dans les pommes. Donc le capitaine donne l'ordre d'arrêter le moteur du cargo et il fait abaisser un canot de sauvetage pour récupérer l'enfant. L'équipage se rend alors compte que, et c'est ça moi là vraiment c'est le détail qui m'a tué. En fait, il y a plusieurs requins qui encerclent le petit canot de la fille. Et donc le capitaine lui ordonne de ne surtout pas sauter dans l'eau pour rejoindre leur canot de sauvetage parce que vraiment il y a toute une famille de requins qui est en train d'encercler le canot de la petite fille. Donc un membre de l'équipage, Evangelos Kantsilas, qui se trouve à bord du canot de sauvetage, se rapproche le plus possible du petit canot de la petite fille, la récupère et la ramène à bord du cargo. Donc une fois à bord, l'équipage se rend rapidement compte que l'enfant est incohérente et confuse et qu'elle n'arrive presque pas à parler. On lui donne de l'eau et du jus d'orange pour essayer de la réhydrater. On essaye de la rincer de toute l'eau de mer et on applique de la vaseline sur ses lèvres qui sont extrêmement abîmées par le soleil et par le sel. La voix enrouée, elle parvient à se présenter comme étant Terry Jo Dupero, âgée de 11 ans. Elle explique à l'équipage que cela fait plusieurs jours qu'elle flotte dans l'océan sur son petit canot de sauvetage, car le voilier où elle se trouvait a coulé. Après ces explications, Terry Jo a de plus en plus de mal à s'exprimer et se contente de répondre
geste avant de sombrer dans un état de semi-coma. L'équipage du capitaine Théo n'a pas récupéré le canot sur lequel se trouvait Terry Joe depuis près de 4 jours. Ceci dit, quelques jours plus tard, un garde-côte parvient à retrouver le canot. Ce dernier était presque complètement en morceaux et il a commencé à se désintégrer assez rapidement une fois qu'il a été récupéré. Donc le capitaine Théo informe immédiatement les gardes-côtes américains une fois qu'ils ont retrouvé la petite fille. Un hélicoptère se rend sur place pour récupérer l'enfant et l'emmène à l'hôpital le plus proche. Terry Joe souffre de graves coups de soleil, de déshydratation et d'insolation et son état est critique. 3 heures après avoir été amenée à l'hôpital de Miami, l'enfant commence à aller mieux, mais elle ne parvient pas à parler aux gardes-côtes ou à la police, et ce pendant encore 2 jours. Le prochain chapitre, c'est donc l'histoire de Terry Joe qui va nous dire ce qui s'est réellement passé et comment elle s'est retrouvée dans cette situation absolument terrifiante. Vraiment digne d'un cauchemar, vraiment de mes pires cauchemars. Donc c'est le 20 novembre que Terry Joe parvient enfin à raconter son histoire aux enquêteurs. Elle explique que tard dans la nuit du 12 novembre, le Bluebell débutait son retour vers Fort Lauderdale. Vers 21h, elle rentre dans sa chambre pour aller se coucher. Elle laisse ses parents, ses frères et sœurs et les époux Harvey sur le pont. Mais plus tard, elle est réveillée par les cris de son frère, ainsi que par des bruits de lutte. Elle décide de se lever pour aller voir ce qui se passe, et sur le pont, elle découvre les corps sans vie de son frère et de sa mère. Plus loin sur le pont, Terry Joe, elle tombe sur Julian Harvey, qui porte un seau. Il la frappe avec le seau et il lui hurle dessus, il lui hurle de redescendre au niveau des cabines. Donc elle est complètement terrifiée, elle retourne à sa cabine et elle se rend compte que de l'eau et de l'huile commencent à s'accumuler au sol, à peu près 15 minutes après son retour dans la cabine. Donc Julian entre dans sa cabine avec ce qui ressemble à un pistolet dans sa main droite. Leurs regards se croisent, mais Julian décide de ne pas lui tirer dessus et il se contente de retourner sur le pont. Terry Joe, elle entend alors des bruits forts de martèlement. Peu après, elle décide de retourner sur le pont. Elle voit Julian près du canot de sauvetage. Il lui demande en fait si le canot est attaché. Elle lui répond qu'elle ne sait pas. Il lui ordonne alors de tenir une corde attachée au canot pendant qu'il cherche quelque chose dedans. Alors qu'il retourne auprès de Terry Joe, elle lâche la corde. Julian plonge dans l'océan et nage vers le canot, abandonnant l'enfant sur le voilier en train de couler. Donc lui, il s'en va sur vraiment le vrai canot de sauvetage qui est donc vraiment en dur, qui est grand, qui est fait pour ça, et il la laisse toute seule sur le yacht, le voilier qui est en train de couler avec toute sa famille de mortes. Elle est toute seule au milieu de l'océan. Voilà. Donc Terry Joe, je sais même pas comment c'est possible alors qu'elle n'a que 11 ans, mais elle se rappelle avoir vu un plus petit canot de sauvetage qui était gonflé, donc il faut gonfler. Donc elle se rappelle avoir vu ça sur le pont. Elle le détache, elle le jette à la mer pour qu'il se gonfle et elle arrive à monter dedans. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec le canot de sauvetage qu'a pris Julian, qui est vraiment un vrai canot. Là c'est tout petit. Je vais essayer de vous mettre la photo à un moment, la photo qui a été prise lorsque les personnes sur le cargo l'ont vue. Ils sont pris en photo et vraiment on voit elle a quasiment les jambes dans l'eau, en fait c'est minuscule. Donc elle passe 3 jours et demi sur ce minuscule canot. Elle flotte sur l'océan toute seule. Elle n'a pas de nourriture et elle n'a pas d'eau, alors que Julian, comme on l'a appris tout à l'heure, dans son canot il a de l'eau, de la nourriture, il a tout ce qu'il faut pour survivre. Elle n'a absolument rien. Elle a déjà eu la présence d'esprit de se rappeler l'existence de ce canot. Je sais même pas si à 11 ans j'aurais été capable de faire ça. Et vraiment juste elle s'est enfuie du voilier qui était en train de couler. Son canot en fait il est tellement petit que Terry Joe, elle est obligée d'être assise. Elle n'a pas la place de se coucher, donc elle est assise toute droite avec les jambes quasiment dans l'eau. Elle raconte qu'elle a beaucoup prié durant ces 3 jours et demi, prié pour que quelqu'un la voie et la sauve. Elle maintient
maintient en tout cas que le mât du voilier n'a jamais été brisé, qu'il était intact et qu'il n'y a jamais eu d'incendie. Elle déclare également qu'il n'y a jamais eu de bourrasque et que l'océan a été calme tout au long de la croisière. Peu après cela, elle est informée que Julian a été retrouvé vivant 3 jours avant elle et que son canot de sauvetage contenait aussi le corps de sa petite sœur Renée. Les corps de ses parents, de son frère et de la femme de Julian n'ont jamais été retrouvés. Donc le prochain chapitre va vraiment se concentrer sur Julian Harvey, qui est, comme vous vous doutez, le suspect principal au vu du témoignage de Terry Joe. Donc le 16 novembre, Julian, il maintient sa version des faits auprès des gardes-côtes américains, selon laquelle c'est une bourrasque qui aurait cassé le mât du Bluebell, percé la coque et le réservoir de gaz et provoqué un incendie, et que ce sont ces circonstances qui ont rendu le sauvetage de sa femme et de la famille Dupéro impossible. Il maintient également avoir trouvé le corps de Renée flottant dans l'océan et avoir tenté de la réanimer sans succès. Le 17 novembre, Julian Harvey est informé que Terry Joe a été retrouvé la veille et que son état s'améliore de jour en jour. Alors sa première réaction c'est de s'exclamer « Oh mon Dieu !» avant de se reprendre et d'ajouter « N'est-ce pas merveilleux ?» Le lieutenant Ernest Murdoch informe alors Julian qu'une enquête officielle est lancée dans le cadre du naufrage du Bluebell et de la mort de ses passagers. Peu après cela, Julian demande à être libéré car il se sent fatigué et souhaite s'entretenir avec la famille de sa femme décédée et sa demande est acceptée. Donc Julian se rend boulevard Biscayne où il prend une chambre dans le motel Sandman sous le faux nom de John Monroe. Il paye sa chambre en liquide. Il rédige ensuite une lettre de suicide de 2 pages avant de, attention trigger warning, se tailler les veines dans la salle de bain. Son corps est retrouvé par une femme de ménage à peu près 2 heures après son suicide. Sa lettre de suicide, elle est adressée à un de ses proches amis qu'il a rencontré lors de son service militaire. Et elle est retrouvée sur la commode de sa chambre. La lettre ne donne aucune explication, aucune excuse par rapport à ses actes, mais elle se termine par ces mots : « J'étais trop fatigué et nerveux, je ne pouvais plus le supporter. » Dans sa lettre, il demande à son ami de prendre soin de son fils de 14 ans, Lance, et il demande aussi que son corps soit rendu à la mer. À l'océan, quand je dis ça, l'océan. Donc avec de telles preuves contre le seul survivant du Bluebell, ainsi que son suicide, une enquête est lancée sur Julian Harvey. Donc cette dernière révèle que Julian, un vétéran et pilote décoré de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, il avait du mal à garder un travail longtemps. Il avait de gros soucis financiers et il avait contracté une assurance vie au nom de sa femme tout juste 2 mois avant leur mariage en juillet 61. De plus, 1 mois avant la croisière des Dupéro, il avait été engagé par le propriétaire du Bluebell, Harold Pegg, pour emmener des touristes en croisière en échange de $300 par mois. Et il était également autorisé à rester dormir sur le Bluebell, gratuitement. Cet arrangement a pu donner l'idée à Julian de tuer sa femme en mer et de déclarer qu'elle a simplement disparu. Il pensait peut-être que les touristes seraient d'excellents témoins pour corroborer son histoire de disparition en mer. Les Dupéro étaient les tout premiers touristes à être emmenés en croisière par Julian Harvey. L'enquête a conclu que Julian avait pour plan de tuer sa femme afin de récupérer l'assurance vie de $20 000, somme qui aurait doublé s'il était prouvé que la mort de sa femme était accidentelle. Ceci dit, Julian a peut-être été vu par Arthur Dupéro, soit en train de commettre le meurtre, soit en train de se débarrasser du corps. Il aurait alors tué Arthur, sa femme et ses 2 enfants, qui ont peut-être également été témoins du meurtre de l'épouse Harvey. Il a sûrement récupéré le corps de Renée dans l'océan pour donner plus de crédibilité à son histoire. L'enquête conclut que si Julian ne s'était pas suicidé, il aurait été jugé pour le meurtre de tous les passagers du Bluebell et pour la tentative de meurtre de Terry Joe. En fouillant encore plus dans le passé de Julian, les enquêteurs se sont rendus compte qu'il avait précédemment survécu à un accident de voiture en 1949.
seconde femme et sa mère, alors présentes dans le véhicule, n'ont pas survécu à l'accident. La voiture aurait effectué un plongeon depuis un pont à vive allure pour atterrir dans un bayou. Julian aurait réussi à rejoindre la berge en nageant, laissant sa femme et sa belle-mère se noyer. De plus, un des bateaux qu'il pilotait, le Torbatros, aurait lui aussi coulé après être entré en collision avec une épave. Malgré les avertissements du reste de l'équipage, Julian aurait refusé de s'éloigner de l'épave. Un autre de ces bateaux a lui aussi coulé dans des circonstances douteuses au large de la côte de Cuba en 1958. Toutes ces tragédies lui auraient permis de récupérer de l'argent auprès des assurances. Donc ça, c'est tout ce qu'on sait sur Julian Harvey. Alors ensuite, on va passer un chapitre où on va vraiment parler de Terry Jo aujourd'hui. Donc après la perte de sa famille, Terry Jo, elle est retournée vivre à Green Bay afin d'être avec sa tante et sa grand-mère ainsi que ses 3 cousins. Cette fois-ci, elle vivait dans la ville de Perry, je crois, toujours dans le Wisconsin. Elle a toujours refusé de se débarrasser de la blouse et du pantalon qu'elle portait le jour de son sauvetage. L'année suivante, elle a changé son prénom. Alors en fait, au lieu que ça s'écrive Terry, T-E-2-R-Y, maintenant ça s'écrit T-E-R-E, mais je pense que ça se prononce toujours Terry. Mais en fait, elle a changé comme ça son prénom pour ne plus être vue comme une victime. Elle voulait vraiment un petit peu changer l'écriture de son prénom, même si je pense que ça se prononce toujours Terry. Parce que nous étions alors dans les années 60 et que cela ne se faisait pas beaucoup, elle n'a reçu aucune aide psychologique pour essayer de guérir suite à ce traumatisme. Et c'est pourquoi elle n'a pas réussi à parler publiquement de la perte de sa famille et de son histoire pendant plus de 20 ans. Terry Jo, elle s'est plus tard mariée et elle a eu 3 enfants. Devenue adulte, elle a choisi de vivre et de travailler près de l'océan. Elle est aujourd'hui retraitée et elle vit à Kewaunee, toujours dans le Wisconsin. En 2010, elle a publié son autobiographie Alone, Orphaned on the Ocean, que j'ai acheté en version e-book parce que j'ai très envie de le lire. Et elle a coécrit ce livre-là avec un psychologue et un expert en survie qui s'appelle Richard Logan. Ce livre explique en détail la dernière croisière de la famille Tupero, les meurtres commis par Julian Harvey, les 3 jours et demi passés en mer par Terry Jo et sa vie depuis son sauvetage. La dernière partie de cette vidéo, ça va être les théories. Donc certaines personnes, comme l'écrivain Earl Stanley Gardner, ont émis des hypothèses sur les raisons pour lesquelles Julian n'a pas tué Terry Jo. Parce qu'on pense donc qu'il a cherché, comme je vous le disais, à tuer sa femme pour toucher l'assurance vie. Mais on ne comprend pas pourquoi il a épargné Terry Jo. Donc il pense que Julian voulait peut-être inconsciemment être attrapé et puni pour ses actes. Pourtant, Richard Logan et d'autres encore pensent que Julian voulait bien tuer Terry Jo, mais que lorsqu'elle a lâché la corde du canot de sauvetage, il n'a pas eu d'autre choix que de le rattraper avant qu'il ne flotte trop loin de lui. Voyant le voilier couler, il a alors pensé qu'elle n'avait aucune chance de survie, donc il ne s'est pas donné la peine de retourner sur le voilier pour éventuellement lui tirer dessus, et il l'aurait laissé comme ça. Maintenant, on ne sait pas pourquoi, quand il est allé dans sa cabine avec
abattu et que ça a attiré l'attention de la famille du Perrault. Donc elle était dans sa cabine, mais tous les autres sont restés sur le pont. Donc effectivement, soit ils ont tous vu, soit juste le père, mais après forcément les autres l'ont rejoint. En tout cas, c'est la théorie la plus probable. Terry Jo déclare aussi qu'elle ne veut pas être vue comme une victime, qu'elle préférait que les gens se disent « elle est passée à autre chose ». Elle finit par dire qu'elle a toujours pensé avoir été sauvée pour une raison et que si une seule personne peut guérir d'une tragédie en lisant son histoire, alors son expérience aura valu la peine. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette histoire, mais je sais pas si vous en aviez entendu parler, mais moi pas du tout. Et vraiment, je trouve cette histoire absolument folle. Le fait qu'elle ait pu être toute seule au beau milieu de l'océan, sur un minuscule canot de sauvetage, là à flotter comme ça toute seule pendant 3 jours et demi. Je trouve ça incroyable. Le détail des requins en plus, c'est un truc vraiment dans mes pires cauchemars. Vraiment, quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'en ai fait des cauchemars parce que tout ce qui est requin ou profondeur, ça me fascine, mais ça me terrorise. Donc là, c'est vraiment à peu près ce qu'on peut imaginer de pire. Tu as 11 ans, t'es toute seule et tu peux vraiment rien faire en fait. Je peux même pas imaginer. Mais elle a réussi à survivre, elle a réussi à s'en remettre et à, comme elle dit, passer à autre chose. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très fort. Mais je trouve cette histoire complètement folle. Clairement, moi je pense effectivement que c'était une histoire d'argent parce que vu son passé et vu ses soucis financiers, c'était sûrement pour essayer de récupérer de l'argent quelque part. Mais c'est hyper triste, c'est hyper traumatisant. Et voilà, je voulais vraiment vous parler de cette histoire parce que je la trouve complètement dingue. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo crime vous aura plu. Je sais que ça faisait longtemps et que vous aimez bien ce type de vidéo. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous